Je parlais ce matin avec une amie de la question des rapports entre le français et l'anglais. Et elle me disait, oui, finalement, le français, ce n'est jamais que du latin, etc. Alors je lui ai répondu que une chose est d'utiliser un matériau et de le restructurer, une autre chose est de le prendre tel quel et de le garder tel quel. C'est aussi le problème du rapport entre l'écrit et l'oral. Il y a des personnes qui ne touchent pas à l'écrit, mais s'inscrivent dans l'oralité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, leur oralité suffit euh, à nourrir ce sentiment d'appropriation et de propriété. C'est ce que je veux dire. Donc l'anglais se comporte avec le français de cette façon. Il prononce les mots français autrement, à telle enseigne d'ailleurs que parfois les Français ne les reconnaissent pas, mais au niveau de l'écrit, on ne touche pas au français. Et les femmes sont un peu comme ça. Elles prennent pour acquis ce que les hommes leur donnent, qui sont de l'ordre de l'écrit, c'est-à-dire de quelque chose qui est resté, qui est transmis, et elles se l'approprient par l'oralité. C'est comme que vous donnez à quelqu'un un texte à lire, à partir du moment où il le lit oralement, ça passe par sa bouche et non plus par ses yeux. Le passage de la lecture à l'expression est déterminant pour nourrir un sentiment de propriété. C'est comme ça qu'il faut comprendre le rapport entre le français et l'anglais. L'anglais ne remet pas en question la base française, mais il la, il la formule dans l'oralité. C'est pour ça qu'il y a des centaines, des milliers de mots français qui sont absolument restés intacts par rapport au français et qui restent en anglais de cette façon, mais qui sont prononcés autrement, souvent autrement. Il est rare qu'un mot français soit prononcé exactement comme on le prononce en France aujourd'hui. Cela dit, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque de toute façon, nous ne parlons pas le français, ne prononçons pas le français aujourd'hui en 2016 comme on le prononçait au Moyen-Âge ou même à la Renaissance, notamment concernant le OI. Donc, ne nous énervons pas là-dessus. Même au niveau de l'oralité, l'anglais a certainement beaucoup pris du français. En tout cas, c'est un français ancien, de même d'ailleurs qu'il y a des mots qui sont dans une écriture ancienne en anglais et qui ne sont plus comme par exemple le mot forest, c'est écrit, je dis forest, F-O-R-E-S-T, nous on dit la forêt, mais on dit par contre forestier. Voilà, donc finalement, selon qu'on sera homme ou femme, on percevra le monde autrement, on percevra les priorités autrement et on aura d'autres valeurs. Il faut quand même qu'on en soit parfaitement conscient. Donc si on réunit des femmes sur un certain sujet, il faut bien comprendre qu'elles arriveront à des conclusions qui ne seront pas les mêmes que si on réunit des hommes. C'est pour ça que ces réunions mixtes sont fausses, parce qu'elles ne nous permettent pas de dégager ces différences. La mixité des réunions au niveau du sexe est une façon de brouiller les cartes et d'arriver à une sorte de consensus assez vague, assez mou, d'un sorte de centrisme comme ça, qui naît un peu chauve-souris, et qui donne l'impression qu'on ne peut pas s'entendre entre nous. Alors que si vous mettez des femmes entre elles, elles vont s'entendre, des hommes entre eux, ils vont s'entendre, et si vous mélangez les deux, il y aura un sentiment qu'on ne s'entend pas. Et ça, c'est fâcheux. C'est pour ça que je dis il vaudrait mieux quand même qu'il y ait le maximum de réunions unisexes, c'est-à-dire unisexes, qui soient réservées à un seul sexe. Pas dans le sens de unisexe, d'ailleurs, de ne pas distinguer les sexes, mais au contraire, qu'il y ait une unisexualité des réunions, et non pas un unisexe, de façon à ce que l'on comprenne que la cohérence et l'accord ne peut se faire qu'au sein d'un groupe homogène. C'est-à-dire que le cerveau, alors, parce que c'est quand même assez frustrant de vivre dans un groupe qui est tellement hétérogène qu'on n'arrive pas à communiquer. Donc les gens finissent par renoncer à communiquer. Il vaut mieux que le groupe soit plus homogène et que le cerveau puisse fonctionner pleinement
puissent discuter et communiquer pleinement que de se trouver avec une sorte d'eau tiède qui est liée à la mixité des groupes. De toute façon, cette mixité, elle est généralement dépassée, parce que même quand un groupe est mixte, on s'aperçoit qu'il y a surtout les hommes qui vont parler ou les femmes. Enfin, mais généralement, ce sont les hommes. J'ai vu tout à l'heure pour le colloque, d'ailleurs, je reviens sur ce fameux colloque des intellectuels en français, on me dit que ça m'acharne sur eux, mais il n'y a que, à part une session sur les 10 ou 12 sessions, il n'y a qu'une session où il y a des intervenants féminins, et une autre session où il y a la moitié. Et le reste des sessions, il n'y a que des hommes, parmi les intervenants. Bon, est-ce que c'est par hasard? J'aurais bien voulu discuter avec les organisateurs de ce colloque, qui est quand même un colloque que j'ai bien connu, puisque dans les années 70, début 70, j'intervenais déjà dans ce colloque. Il avait plus ou moins disparu et il revient maintenant. Mais curieusement, je ne sais pas s'ils ont fait attention, mais en tout cas c'est assez malvenu. Enfin, je ne dis pas ça pour moi, mais je veux dire que cette présence complètement marginale des femmes, sauf dans une session consacrée à la violence que les femmes subissent, puisque c'est un colloque sur les violences, je trouve ça quand même assez inquiétant. Mais en même temps, ça me paraît très intelligent aussi. Parce que la force est de... Et d'ailleurs, je pense que même les femmes le reconnaissent, mais il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait. Il y a un déni, les femmes dénient certaines choses, mais en réalité, aucune femme ne sait, à ma connaissance, protester contre cette situation. Parce que, comme on sait aussi, d'ailleurs, par exemple dans les primaires, de gauche et de droite, les candidats féminins ont reçu très peu de votes. Donc les femmes savent très bien ce qu'elles doivent aux hommes et ce qu'elles doivent aux femmes. Mais ça n'est pas reconnu officiellement et ça a un coût très élevé puisque on établit une théorie de l'éducation qui est unique pour les hommes et pour les femmes, alors que les besoins de formation chez les hommes et les femmes ne sont pas du tout les mêmes. Donc là, on ruine, on dépense des sommes absolument folles, on investit pour des populations qui n'ont absolument aucun avenir dans tel et tel domaine. Donc il faut pas avoir une conception globale de l'enseignement, il faut que dès le départ, on distingue entre l'enseignement pour les garçons et pour les filles, et également un enseignement pour les gens surdoués et pour les gens qui sont moyens. Ce ne peut pas être le même enseignement, et il faut détecter ces différences, il faut les respecter le plus tôt possible, contrairement à ce que certains pensent. Donc, le français et l'anglais, eh bien l'anglais est la femme du français, quelque part. C'est l'expression, c'est le prolongement du français, et d'ailleurs, historiquement, c'est ce qui s'est passé. Le français a occupé une place internationale jusqu'au début du XXe siècle, et ensuite c'est l'anglais qui a pris le relais. Eh bien, c'était tout à fait un processus de passage du masculin au féminin, de passage de relais du masculin au féminin. Donc l'anglais est la femme du français.